Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait La guerre des mondes d'Herbert George Wells. C'est notre premier épisode sur cette œuvre, les amis. Je vous rappelle que, bien entendu, en rediffusion sur YouTube, vous avez dans la barre de lecture de la vidéo ainsi que dans la description de la vidéo des timecodes vous permettant de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai dans ma lecture. Et bien entendu, vous avez également sur ma chaîne directement l'onglet playlist où vous pouvez aller piocher la playlist qui se nommera Et si on lisait la guerre des mondes et où vous aurez tous les épisodes disponibles aussitôt qu'ils seront faits. Puisque voilà, c'est une lecture qui va nous occuper pendant quelques semaines sur la chaîne Twitch. En toute logique, ça sera tous les mardis et tous les vendredis 21h, même si je sais déjà qu'il y a un vendredi où je ne serai pas disponible en octobre, donc ça risque de sauter. Je vous tiendrai au courant comme d'habitude. Et bonsoir, bienvenue Industrias qui est déjà là sur le live et qui resub pour un mois supplémentaire. Merci beaucoup, c'est très gentil, ça fait plaisir. 2 minutes de retard, je sais. En fait, ce soir, je suis un peu dans le mal puisque j'ai mangé beaucoup plus tard que d'habitude et je déteste quand ça arrive lors d'un live, puisque, notamment les lives de lecture, puisque pour les lives de lecture, il est important que mon transit, ma digestion se passe bien. Donc là, d'avoir mangé trop proche du live, j'espère que ça va pas trop m'handicaper pour la lecture et pour ma diction, en fait, tout simplement, pour mon éloquence. Donc j'espère que cela se passera bien. Bref, cette semaine a déjà commencé hier avec un live de gaming sur Sea of Thieves qui est en ce moment qui est vraiment trop cool avec la saison 4. Je pense vous refaire un live de gaming sur Saute dès la semaine prochaine. Il y a le live de lecture de ce soir, il y a le live de lecture de vendredi à 21h et c'est a priori à peu près tout pour cette semaine puisque, je vous le répète, je continue de carburer un maximum et de travailler un maximum en off sur un autre projet, à savoir la publication de mon premier bouquin. Voilou. Bonsoir les couteaux bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Je vous invite tous à vous installer confortablement, chers amis, à prendre à manger, à boire, à vaquer à vos occupations en toute quiétude, et bien entendu à passer un agréable moment en ma compagnie. Santé à tous. Et voilou un peu pour le programme de la semaine sur Planétéo. Et donc, on entame donc une nouvelle lecture à partir d'aujourd'hui. Je vous ai demandé votre avis sur Discord et sur Instagram à l'aide d'un sondage pour savoir si vous vouliez que je vous lise La guerre des mondes d'Herbert George Wells ou Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Et vous avez fait une magnifique égalité. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas quand je demande votre avis pour la prochaine lecture. C'est bien, on a des goûts éclectiques, j'imagine, parmi mes viewers, ce qui est agréable. Mais c'est vrai que du coup, j'ai dû trancher. Et ma manière de trancher a été la suivante. Tout simplement, j'ai lu deux-trois pages, même moins que ça. Je pense que j'ai lu un gros paragraphe de La guerre des mondes, un gros paragraphe de Mrs. Dalloway, et j'ai vu que La guerre des mondes avait l'air d'être un petit peu moins difficile à l'oral que Mrs. Dalloway. Donc j'ai décidé pour le moment de passer sur cette lecture, puisque vu que je suis sur un petit régime de live ces temps-ci, et que voilà, j'essaie de m'y remettre doucement, on va dire, j'ai préféré ne pas tout de suite me mettre des embûches dans les pattes. Donc voilà, j'ai commencé par quelque chose sur lequel je me sentais peut-être plus à l'aise. Voilou. Mais Mrs. Dalloway, Virginia Woolf, arrivera plus tard dans l'année, vraisemblablement juste après la guerre des mondes d'ailleurs. Euh, Sauf si j'intercale là-dedans la lecture de mon recueil de poèmes Arborescence pour un petit peu fêter aussi la sortie de mon bouquin. Bref, je pense avoir été à peu près complet. Je vais pas vous faire un énorme historique d'Herbert George Wells. Je vais simplement vous dire que on a déjà lu une œuvre d'Herbert George Wells. Il s'agit de L'Homme Invisible, qui est donc disponible en rediffusion sur ma chaîne YouTube si ça vous intéresse. J'en garde un souvenir assez sympathique, mais pas impérissable. C'est-à-dire que
j'en garde un bon souvenir, mais ça me reste pas en tête comme quelque chose de grandiose et j'ai assez peu de souvenirs au final de l'histoire même. D'ailleurs, j'ai été vérifié et je l'avais classé dans ma tier list dans la case sympa. Donc voilà, c'est exactement ce que ça veut dire pour moi. Ça a été un bon moment, mais je m'en rappelle pas de ouf et ça m'a pas marqué, on va dire. Est-ce que il en sera de même de la guerre des mondes ou pas? Je ne sais pas. Sachant que la guerre des mondes, c'est quand même un monument de la science-fiction. Là, je vais vous rebalancer quelques infos que j'ai pu lire, puisque à chaque fois que je vais vous faire une lecture, je me renseigne un tout petit peu quand même sur l'auteur et l'œuvre. Donc, texte publié en 1898 euh, par Herbert George Wells, qui est considéré comme limite le père de la science-fiction, ou en tout cas de la science-fiction moderne, contemporaine. Mais est-ce qu'il y a déjà eu vraiment une science-fiction avant? Quoique, c'est assez étonnant, mais ça peut remonter très loin, j'imagine. On dit aussi qu'a priori, ça serait le premier texte ou l'un des premiers textes à faire mention d'une rencontre avec une race extraterrestre hostile. Donc ça, c'est aussi intéressant et c'est pour ça que je suis très impatient de découvrir cette œuvre aussi, parce que j'ai envie de voir à quel point elle a marqué son temps et son art. C'est-à-dire que j'ai envie de voir à quel point aujourd'hui on retrouverait potentiellement des éléments de la guerre des mondes partout dans notre inconscient collectif plutôt, dans notre imaginaire comme ça, populaire. Donc ouais, j'ai vachement hâte de voir ça. Bien entendu, ça a inspiré maintes et maintes choses, notamment des films, notamment celui avec Tom Cruise, je pense que c'est le plus connu. Je l'ai jamais vu personnellement, donc je suis assez vierge sur l'histoire de la guerre des mondes. En vérité, j'y connais pas grand-chose, donc j'ai hâte de découvrir. Et enfin, petite virgule, petite parenthèse, un peu marrante, un peu sympa. On a également Orson Welles, cette fois-ci, un autre Welles. Orson Welles qui, je crois, en 1938, il me semble que j'ai lu ça, en a fait une adaptation radiophonique. Et vous savez, c'est la fameuse légende comme quoi les États-Unis se seraient embrasés entre guillemets après la diffusion de cette œuvre radiophonique, en pensant qu'il s'agissait d'une vraie annonce et qu'il y avait vraiment les aliens qui étaient en train de débouler et de nous la mettre quoi. Donc désolé, j'ai été un peu vulgaire, mais voilà, grosso modo. Euh, D'ailleurs, j'ai vu, en m'intéressant un peu à ça, c'est marrant parce que ce truc-là, j'ai l'impression que c'est un fun fact hyper connu et qu'on ressort non-stop à notre époque. J'ai vu qu'apparemment, c'était pas si simple que ça, et qu'a priori, certes, il y a certaines personnes qui y ont cru et qui ont paniqué, mais qu'il n'y aurait pas eu tellement de mouvements de foule que ça non plus, et que ça aurait pas non plus été tellement l'hystérie collective. Alors après, qui dit vrai, qui dit faux, c'est difficile à jauger. Mais voilà, apparemment c'est un peu à relativiser cette légende qu'on se passe comme ça en disant que c'est assez incroyable. En fait, c'était peut-être pas si violent que ce qu'on veut bien l'imaginer. Bref, sur ce, je pense avoir fait le topo que je pouvais faire de la guerre des mondes, puisque vraiment, je n'y connais pas grand-chose. Euh, je pense que je me ferai le film après la lecture pour le coup, parce que j'ai vraiment aucun a priori sur cette histoire, j'y connais vraiment rien. Même le film, je crois pas avoir déjà vu une bande-annonce complète ou quoi que ce soit, j'ai déjà vu deux trois images, mais voilà. Donc ouais, je pense que je me ferai le film à l'issue de cette lecture pour un peu voir comment l'adaptation s'est réalisée. Et du coup, peut-être que je vous donnerai mon avis, peut-être que je développerai un petit peu dans un temps futur, mais bon. Voilà, voilou. Écoutez, comme d'habitude, c'est une première lecture. Qui dit première lecture dit... Qui dit première lecture sur une œuvre dit je ne sais pas combien de temps je vais mettre à lire un chapitre, etc., etc. Donc, je vais me lancer un peu au pif, et je pense qu'après environ 20 minutes de lecture, si je termine un chapitre et que je vois qu'il y a eu 20 minutes de passé, je pense que je m'arrêterai, ce sera à peu près ça. Euh, Sachant que le texte nous fait 310 pages, un truc comme ça à peu près. Ouais, moins que ça parce qu'il y a une intro, bref.
Un peu moins de 300 pages du coup. Et puis voilà, hein. Je crois avoir tout dit en vérité. Donc un peu moins de 300 pages, je pense que ça va nous prendre vraiment quelques semaines, pas loin du mois potentiellement. Ça dépend, euh, ça dépend à quel point les pages sont remplies de mots et à quel point la police est grosse, on va dire quoi. La guerre des mondes commence avec une petite en-tête, une petite citation. Cette citation est en anglais. Ça me dérange pas spécifiquement de lire de l'anglais, mais là, c'est des mots que j'ai particulièrement du mal à prononcer. Donc, genre, inhabited. Bien entendu, ça ne se prononce pas comme ça, mais je ne m'essaierai pas à le prononcer sérieusement. Donc, je vais prendre les notes et je vais vous lire la traduction qu'ils en ont fait dans les notes. Dans les notes, pardon, ça sera plus simple et ça sera plus compréhensible pour tout le monde. Voilà, voilà. Je crois avoir vu les couteaux portes qu'il y avait eu 4 adaptations en film de la Guerre des Mondes, donc ouais, je pense qu'il y a eu beaucoup d'adaptations de tout type. Go en anglais qu'on rigole. Bah genre je le fais avant la lecture alors, mais c'est vraiment juste pour être le bouffon quoi. But who shall dwell in this world if they be inhabitated, je sais pas comment on dit. Are we, are they, lords of the world? And how are all things made for man? Voilà, c'était dégueulasse. Merci Industrias d'essayer de m'humilier en live, je t'ai vu. Et là-dessus, je vais me lancer sur la lecture. On change de setup et on est parti. Bonne écoute à tous, bonne écoute Industrias, bonne écoute l'écoute aux portes, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat et à ceux qui me regarderaient en rediffusion sur YouTube. C'est clippé, le salaud. À tout à l'heure pour la pause les amis. La guerre des mondes d'Herbert George Wells. Mais qui peut habiter ces mondes s'ils sont habités? Qui sont les maîtres de l'univers, eux ou nous? Et comment toute chose ne serait-elle faite que pour l'homme? Kepler, cité par Robert Burton dans The Anatomy of Melancholy, 1621. Livre premier. L'arrivée des Martiens. 1. À la veille de la guerre. Personne n'aurait cru, dans les dernières années du XIXe siècle, que les choses humaines fussent observées de la façon la plus pénétrante et la plus attentive, par des intelligences supérieures aux intelligences humaines, et cependant mortelles comme elles. Que, tandis que les hommes s'absorbaient dans leurs occupations, ils étaient examinés et étudiés d'aussi près peut-être qu'un savant peut étudier avec un microscope les créatures transitoires qui pullulent et se multiplient dans une goutte d'eau. Avec une suffisance infinie, les hommes allaient de ci de là par le monde, vaquant à leurs petites affaires, dans la sereine sécurité de leur empire sur la matière. Il est possible que, sous le microscope, les infusoires fassent de même. Personne ne donnait une pensée au monde plus ancien de l'espace comme source de danger pour l'existence terrestre, ni ne songeait seulement à eux pour écarter l'idée de vie à leur surface comme impossible ou improbable. Il est curieux de se rappeler maintenant les habitudes mentales de ces jours lointains. Tout au plus, les habitants de la Terre s'imaginaient-ils qu'il pouvait y avoir sur la planète Mars des êtres probablement inférieurs à eux et disposés à faire bon accueil à une expédition missionnaire. Cependant, par-delà le gouffre de l'espace, des esprits qui sont à nos esprits ce que les nôtres sont à ceux des bêtes qui périssent, des intellects vastes, calmes et impitoyables, considéraient cette terre avec des yeux envieux, dressaient lentement et sûrement leurs plans pour la conquête de notre monde. Et dans les premières années du XXe siècle, vint la grande désillusion. La planète Mars, est-il besoin de le rappeler au lecteur, tourne autour du Soleil à une distance moyenne de 225 millions de kilomètres, et la lumière et la chaleur qu'elle reçoit du Soleil sont tout juste la moitié de ce que reçoit notre sphère. Si l'hypothèse des nébuleuses a quelque vérité, la planète Mars doit être plus vieille que la nôtre, et longtemps avant que cette Terre se soit solidifiée, la vie à sa surface dut commencer son cours. Le fait que son volume est à peine le septième de celui de la Terre doit avoir accéléré son refroidissement jusqu'à la température où la vie peut naître. Elle a de l'air, de l'eau, et tout ce qui est nécessaire aux existences animées. Pourtant, l'homme est si vain et si aveuglé par sa vanité, que, jusqu'à la fin même du XIXe siècle,
Aucun écrivain n'exprima l'idée que là-bas, la vie intelligente, s'il en était une, avait pu se développer bien au-delà des proportions humaines. Peu de gens même savaient que, puisque Mars est plus vieille que notre Terre, avec à peine un quart de sa superficie et une plus grande distance du Soleil, il s'ensuit naturellement que cette planète est non seulement plus éloignée du commencement de la vie, mais aussi plus près de sa fin. Le refroidissement séculaire, qui doit quelques jours atteindre notre planète, est déjà fort avancé chez notre voisine. Ces conditions physiques sont encore largement un mystère. Mais dès maintenant, nous savons que, même dans sa région équatoriale, la température de midi atteint à peine celle de nos plus froids hivers. Son atmosphère est plus atténuée que la nôtre. Ses océans se sont resserrés jusqu'à ne plus couvrir qu'un tiers de sa surface, et suivant le cours de ces lentes saisons, de vastes amas de glace et de neige s'amoncellent et fondent à chacun de ses pôles, inondant périodiquement ces zones tempérées. Ce suprême état d'épuisement, qui est encore pour nous incroyablement lointain, est devenu pour les habitants de Mars un problème vital. La pression immédiate de la nécessité a stimulé leurs intelligences, développé leurs facultés et endurci leur cœur. Regardant à travers l'espace au moyen d'instruments et avec des intelligences telles que nous pouvons à peine les rêver, ils voient à sa plus proche distance, à 55 millions de kilomètres d'eux vers le Soleil, un matinal astre d'espoir, notre propre planète, plus chaude, aux végétations vertes et aux eaux grises, avec une atmosphère nuageuse éloquente de fertilité, et à travers les déchirures de ces nuages, des aperçus de vastes contrées populeuses et de mers étroites sillonnées de navires. Nous, les hommes, créatures qui habitons cette terre, nous devons être, pour eux du moins, aussi étrangers et misérables que le sont pour nous les singes et les lémuriens. Déjà, la partie intellectuelle de l'humanité admet que la vie est une incessante lutte pour l'existence, et il semble que ce soit aussi la croyance des esprits dans Mars. Leur monde est très avancé vers son refroidissement, et ce monde-ci est encore encombré de vie, mais encombré seulement de ce qu'ils considèrent, eux, comme des animaux inférieurs. En vérité, leur seul moyen d'échapper à la destruction, qui génération après génération se glisse lentement vers eux, est de s'emparer, pour y pouvoir vivre, d'un astre plus rapproché du Soleil. Avant de les juger trop sévèrement, il faut nous remettre en mémoire quelles entières et barbares destructions furent accomplies par notre propre race, non seulement sur des espèces animales, comme le bison et le dodo, mais sur les races humaines inférieures. Les Tasmaniens, en dépit de leur conformation humaine, furent en l'espace de 50 ans entièrement balayés du monde dans une guerre d'extermination engagée par les immigrants européens. Sommes-nous de tels apôtres de miséricorde que nous puissions nous plaindre de ce que les Martiens aient fait la guerre dans ce même esprit? Les Martiens semblent avoir calculé leur descente avec une sûre et étonnante subtilité, leur science mathématique étant évidemment bien supérieure à la nôtre, et avoir mené leurs préparatifs à bonne fin avec une presque parfaite unanimité. Si nos instruments l'avaient permis, on aurait pu longtemps avant la fin du XIXe siècle apercevoir des signes des prochaines perturbations. Des hommes comme Schiaparelli observèrent la planète rouge. Il est curieux, soit dit en passant, que, pendant d'innombrables siècles, Mars ait été l'étoile de la guerre, mais ne surent pas interpréter les fluctuations apparentes des phénomènes qu'ils enregistraient si exactement. Pendant tout ce temps, les Martiens se préparaient. À l'opposition de 1894, une grande lueur fut aperçue, sur la partie éclairée du disque, d'abord par l'observatoire de Lick, puis par Perrotin de Nice et d'autres observateurs. Je ne suis pas loin de penser que ce phénomène inaccoutumé ait eu pour cause la fonte de l'immense canon, trou énorme creusé dans leur planète, au moyen duquel ils nous envoyèrent leurs projectiles. Des signes particuliers, qu'on ne sut expliquer, furent observés lors des deux oppositions suivantes, près de l'endroit où la lueur s'était produite. Il y a 6 ans maintenant que le cataclysme s'est abattu sur nous. Comme la planète Mars approchait de l'opposition, la Velle de Java fit palpiter tout à coup les fils transmetteurs des communications astronomiques avec l'extraordinaire nouvelle d'une immense explosion de gaz incandescent dans la planète observée. Le fait s'était produit vers minuit, et le spectroscope, auquel il eut immédiatement recours, indiqua une masse de gaz enflammé, principalement de l'hydrogène, s'avançant avec une vélocité énorme vers la Terre. Ce jet de feu devint invisible un quart d'heure après minuit environ. Il le compara à une colossale bouffée de flammes, soudainement et violemment jaillie de la planète, comme les gaz enflammés se précipitent hors de la gueule d'un canon. La phrase se trouvait être singulièrement appropriée.
Cependant, rien de relatif à ce fait ne parut dans les journaux du lendemain, sauf une brève note dans le Daily Telegraph, et le monde demeura dans l'ignorance d'un des plus graves dangers qui ait jamais menacé la race humaine. J'aurais très bien pu ne rien savoir de cette éruption si je n'avais, à Ottershaw, rencontré Ogilvy, l'astronome bien connu. Cette nouvelle l'avait jeté dans une extrême agitation, et, dans l'excès de son émotion, il m'invita à venir cette nuit-là observer avec lui la planète rouge. Malgré tous les événements qui se sont produits depuis lors, je me rappelle encore très distinctement cette veille. L'observatoire obscur et silencieux, la lanterne, jetant une faible lueur sur le plancher dans un coin, le déclenchement régulier du mécanisme du télescope, la fente mince du dôme, et sa profondeur oblongue que rayait la poussière des étoiles. Ogilvy s'agitait en tous sens, invisible, mais perceptible au bruit qu'il faisait. En regardant dans le télescope, on voyait un cercle de bleu profond et la petite planète ronde voguant dans le champ visuel. Elle semblait tellement petite, si brillante, tranquille et menue, faiblement marquée de bandes transversales et sa circonférence légèrement aplatie. Mais qu'elle paraissait petite, une tête d'épingle brillant d'un éclat si vif. On aurait dit qu'elle tremblotait un peu, mais c'était en réalité les vibrations qu'imprimait au télescope le mouvement d'horlogerie qui gardait la planète en vue. Pendant que je l'observais, le petit astre semblait devenir tour à tour plus grand et plus petit, avancer et reculer, mais c'était simplement que mes yeux se fatiguaient. Il était à 60 millions de kilomètres dans l'espace. Peu de gens peuvent concevoir l'immensité du vide dans lequel nage la poussière de l'univers matériel. Près de l'astre, dans le champ visuel du télescope, il y avait 3 petits points de lumière, 3 étoiles télescopiques infiniment lointaines, et tout autour étaient les insondables ténèbres du vide. Tout le monde connaît l'effet que produit cette obscurité par une glaciale nuit d'étoiles. Dans un télescope, elle semble encore plus profonde. Et invisible pour moi, parce qu'elle était si petite et si éloignée, avançant plus rapidement et constamment à travers l'inimaginable distance, plus proche, de minute en minute, de tant de milliers de kilomètres, venait la chose qu'il nous envoyait et qui devait apporter tant de luttes, de calamités et de morts sur la terre. Je n'y songeais certes pas pendant que j'observais ainsi. Personne au monde ne songeait à ce projectile fatal. Cette même nuit, il y eut encore un autre jaillissement de gaz à la surface de la lointaine planète. Je le vis au moment même où le chronomètre marquait minuit. Un éclair rougeâtre sur les bords, une très légère projection des contours. J'en fis part alors à Ogilvy qui prit ma place. La nuit était très chaude et j'avais soif. J'allais, avançant gauchement les jambes et tâtant mon chemin dans les ténèbres, vers la petite table sur laquelle se trouvait un siphon, tandis qu'Ogilvy poussait des exclamations en observant la traînée de gaz enflammé qui venait vers nous. 24 heures après le premier, à 1 ou 2 secondes près, un autre projectile invisible, lancé de la planète Mars, se mettait cette nuit-là en route vers nous. Je me rappelle m'être assis sur la table, avec des taches vertes et cramoisies dansant devant les yeux. Je souhaitais un peu de lumière pour fumer avec plus de tranquillité, soupçonnant peu la signification de la lueur que j'avais vue pendant 1 minute et tout ce qu'elle amènerait bientôt pour moi. Ogilvy resta en observation jusqu'à 1 heure, puis il cessa. Nous prîmes la lanterne pour retourner chez lui. Au-dessous de nous, dans les ténèbres, étaient les maisons d'Ottershaw et de Chertsey, dans lesquelles des centaines de gens dormaient en paix. Toute la nuit, il spécula longuement sur les conditions de la planète Mars et railla l'idée vulgaire d'après laquelle elle aurait des habitants qui nous feraient des signaux. Son explication était que des météorites tombaient en pluie abondante sur la planète ou qu'une immense explosion volcanique se produisait. Il m'indiquait combien il était peu vraisemblable que l'évolution organique ait pris la même direction dans les 2 planètes adjacentes. Il y a une chance sur 1 million qu'existe sur la planète Mars quelque chose présentant des traits communs avec notre humanité. Des centaines d'observateurs virent la flamme cette nuit-là, et la nuit d'après vers minuit, et de nouveau encore la nuit d'après, et ainsi de suite, pendant 10 nuits, une flamme chaque nuit. Pourquoi les explosions cessèrent après la 10e, personne sur Terre n'a jamais tenté de l'expliquer. Peut-être les gaz dégagés causèrent-ils de graves incommodités aux Martiens. D'épais nuages de fumée ou de poussière, visibles de la Terre à travers de puissants télescopes, comme de petites taches grises flottantes, se répandirent dans la limpidité de l'atmosphère de la planète et en obscurcirent les traits les plus familiers. Enfin,
Les journaux quotidiens s'éveillèrent à ces perturbations, et des chroniques de vulgarisation parurent ici, là et partout concernant les volcans de la planète Mars. Le périodique sériocomique Punch fit, je me le rappelle, un heureux usage. Pardon, je vais refaire cette phrase. Le périodique sériocomique Punch fit, je me le rappelle, un heureux usage de la chose dans une caricature politique. Entièrement insoupçonnés, ces projectiles que les Martiens nous envoyaient arrivaient vers la Terre à une vitesse de nombreux kilomètres à la seconde, à travers le gouffre vide de l'espace, heure par heure et jour par jour, de plus en plus proches. Il me semble maintenant presque incroyablement surprenant qu'avec ce prompt destin suspendu sur eux, les hommes aient pu s'absorber dans leurs mesquins intérêts comme ils le firent. Je me souviens avec quelle ardeur le triomphant Markham s'occupa d'obtenir une nouvelle photographie de la planète pour le journal illustré qu'il dirigeait à cette époque. La plupart des gens, en ces derniers temps, s'imaginent difficilement l'abondance et l'esprit entreprenant de nos journaux du XIXe siècle. Pour ma part, j'étais fort préoccupé d'apprendre à monter à bicyclette, et absorbé aussi par une série d'articles discutant les probables développements des idées morales à mesure que la civilisation progressera. Un soir, le premier projectile se trouvait alors à peine à 15 millions de kilomètres de nous, je sortis faire un tour avec ma femme. La nuit était claire. J'expliquais à ma compagne les signes du zodiaque et lui indiquai Mars, point brillant montant vers le zénith, et vers lequel tant de télescopes étaient tournés. Il faisait chaud, et une bande d'excursionnistes revenant de Chertsey et d'Isleworth passa en chantant et en jouant des instruments. Les fenêtres hautes des maisons s'éclairaient quand les gens allaient se coucher. De la station venait dans la distance le bruit des trains changeant de ligne, grondement retentissant que la distance adoucissait presque en une mélodie. Ma femme me fit remarquer l'éclat des feux rouges, verts et jaunes, des signaux se détachant dans le cadre immense du ciel. Le monde était dans une sécurité et une tranquillité parfaite. 2. Le météore. Puis vint la nuit où tomba le premier météore. On le vit dans le petit matin, passer au-dessus de Winchester, ligne de flammes allant vers l'est, très haut dans l'atmosphère. Des centaines de gens qui l'aperçurent durent le prendre pour une étoile filante ordinaire. Albin le décrivit comme laissant derrière lui une traînée grisâtre, qui brillait pendant quelques secondes. Denning, notre plus grande autorité sur les météorites, établit que la hauteur de sa première apparition était de 140 à 160 kilomètres. Il lui sembla tomber sur la Terre à environ 150 kilomètres vers l'est. À cette heure-là, j'étais chez moi, écrivant, assis devant mon bureau, et bien que mes fenêtres s'ouvrissent sur Ottershaw et que les jalousies aient été levées, car j'aimais à cette époque regarder le ciel nocturne, je ne vis rien du phénomène. Cependant, la plus étrange de toutes les choses qui, des espaces infinis, vinrent sur la terre, dut tomber pendant que j'étais assis là, visible si j'avais seulement levé les yeux au moment où elle passait. Quelques-uns de ceux qui la virent dans son vol rapide rapportèrent qu'elle produisait une sorte de sifflement. Pour moi, je n'en entendis rien. Un grand nombre de gens dans le Berkshire, le Surrey et le Middlesex durent apercevoir son passage, et tout au plus pensèrent à quelques météores. Personne ne paraît s'être préoccupé de rechercher cette nuit-là la masse tombée. Mais le matin, de très bonne heure, le pauvre Ogilvy, qui avait vu le phénomène, persuadé qu'une météorite se trouvait quelque part sur la lande entre Horsell, Ottershaw et Woking, se mit en route avec l'idée de la trouver. Il la trouva en effet, peu après l'aurore, et non loin des carrières de sable. Un trou énorme avait été creusé par l'impulsion du projectile, et le sable et le gravier avaient été violemment rejetés dans toutes les directions, sur les genêts et les bruyères, formant des monticules visibles à 2 kilomètres de là. Les bruyères étaient en feu du côté de l'est, et une mince fumée bleue montait dans l'aurore indécise. La chose elle-même gisait, presque entièrement enterrée dans le sable parmi les fragments épars des sapins que, dans sa chute, elle avait réduits en miettes. La partie découverte avait l'aspect d'un cylindre énorme, recouvert d'une croûte, et ses contours étaient adoucis par une épaisse incrustation écailleuse et de couleur foncée. Son diamètre était de 25 à 30 mètres. Ogilvy s'approcha de cette masse,
surpris de ses dimensions et encore plus de sa forme, car la plupart des météorites sont plus ou moins complètement arrondies. Cependant, elle était encore assez échauffée par sa chute à travers l'air pour interdire une inspection trop minutieuse. Il attribua au refroidissement inégal de sa surface des bruits assez forts qui semblaient venir de l'intérieur du cylindre, car à ce moment, il ne lui était pas encore venu à l'idée que cette masse pût être creuse. Il restait debout au bord du trou que le projectile s'était creusé, considérant son étrange aspect, déconcerté, surtout par sa forme et sa couleur inaccoutumée, percevant vaguement, même alors, quelque évidence d'intention dans cette venue. La matinée était extrêmement tranquille, et le soleil, qui surgissait au-dessus des bois de pin du côté de Weybridge, était déjà très chaud. Il ne se souvint pas d'avoir entendu les oiseaux ce matin-là. Il n'y avait certainement aucune brise, et les seuls bruits étaient les faibles craquements de la masse cylindrique. Il était seul sur la lande. Tout à coup, il eut un tressaillement en remarquant que des scories grises, des incrustations cendrées qui recouvraient la météorite, se détachaient du bord circulaire supérieur et tombaient par parcelles sur le sable. Un grand morceau se détacha soudain, avec un bruit dur, qui lui fit monter le cœur à la gorge. Pendant un moment, il ne put comprendre ce que cela signifiait, et bien que la chaleur fût excessive, il descendit dans le trou, tout près de la masse, pour voir la chose plus attentivement. Il crut encore que le refroidissement pouvait servir d'explication, mais ce qui dérangea cette idée fut le fait que les parcelles se détachaient seulement de l'extrémité du cylindre. Alors, il s'aperçut que très lentement, le sommet circulaire tournait sur sa masse. C'était un mouvement imperceptible, et il ne le découvrit que parce qu'il remarqua qu'une tache noire, qui 5 minutes auparavant était tout près de lui, se trouvait maintenant de l'autre côté de la circonférence. Même à ce moment, il se rendit à peine compte de ce que cela indiquait jusqu'à ce qu'il eût entendu un grincement sourd et vu la marque noire avancer brusquement d'1 pouce ou 2. Alors, comme un éclair, la vérité se fit jour dans son esprit. Le cylindre était artificiel, creux, avec un sommet qui se dévissait. Quelque chose dans le cylindre dévissait le sommet. « Ciel !» s'écria Ogilvy. « Il y a un homme, des hommes là-dedans, à demi rôtis qui cherchent à s'échapper !» D'un seul coup, après un soudain bond de son esprit, il relia la chose à l'explosion qu'il avait observée à la surface de Mars. La pensée de ces créatures enfermées lui fut si épouvantable qu'il oublia la chaleur et s'avança vers le cylindre pour aider au dévissage. Mais heureusement, la terne radiation l'arrêta avant qu'il ne se fût brûlé les mains sur le métal encore incandescent. Il demeura irrésolu pendant un instant, puis il se tourna, escalada le talus et se mit à courir follement vers Woking. Il devait être à peu près 6 heures du matin. Il rencontra un charretier et essaya de lui faire comprendre ce qui était arrivé. Mais le récit qu'il fit, et son aspect, étaient si bizarres, il avait laissé tomber son chapeau dans le trou, que l'homme tout bonnement continua sa route. Il ne fut pas plus heureux avec le garçon qui ouvrait l'auberge du pont de Horsell. Celui-ci pensa que c'était quelque fou échappé, et tenta sans succès de l'enfermer dans la salle des buveurs. Cela le calma quelque peu, et quand il vit Anderson, le journaliste de Londres, dans son jardin, il l'appela par-dessus la clôture et put enfin se faire comprendre. « Anderson !» cria-t-il. « Avez-vous vu le météore cette nuit ?» « Eh bien ?» demanda Anderson. « Il est là-bas, sur la lande, maintenant !»« Diable !» fit Anderson. « Un météore qui est tombé ? Bonne affaire. »« Mais c'est bien plus qu'une météorite. C'est un cylindre artificiel, mon cher. Et il y a quelque chose à l'intérieur. » Anderson se redressa, la bêche à la main. « Comment ?» fit-il. Il était sourd d'une oreille. Ogilvy lui raconta tout ce qu'il avait vu. Anderson resta 1 minute ou 2 avant de bien comprendre. Puis il planta sa bêche, saisit vivement sa jaquette et sortit sur la route. Les 2 hommes retournèrent immédiatement ensemble sur la lande et trouvèrent le cylindre toujours dans la même position. Mais maintenant les bruits intérieurs avaient cessé, et un mince cercle de métal brillant était visible entre le sommet et le corps du cylindre. L'air, soit en pénétrant, soit en s'échappant par le rebord, faisait un imperceptible sifflement. Ils écoutèrent, frappèrent avec un bâton contre la paroi écaillée, et ne recevant aucune réponse, ils en conclurent tous 2 que l'homme ou les hommes à l'intérieur devaient être sans connaissance ou morts. Naturellement, il leur était absolument impossible de faire quoi que ce soit. Ils crièrent des consolations et des promesses, et retournèrent à la ville quérir de l'aide.
On peut se les imaginer couverts de sable, surexcités et désordonnés, montant en courant la petite rue sous le soleil brillant, à l'heure où les marchands ouvraient leurs boutiques et les habitants les fenêtres de leurs chambres. Anderson se dirigea immédiatement vers la station afin de télégraphier la nouvelle à Londres. Les articles des journaux avaient préparé les esprits à admettre cette idée. Vers 8 heures, un certain nombre de gamins et d'oisifs s'étaient déjà mis en route vers la lande pour voir les hommes morts tombés de Mars. C'était la forme que l'histoire avait prise. J'en entendis parler d'abord par le gamin, qui m'apportait mes journaux, vers 9 heures moins un quart. Je fus naturellement fort étonné, et sans perdre une minute, je me dirigeai par le pont d'Ottershaw vers les carrières de sable. Et c'est la fin du chapitre 2, les amis. Nous allons nous marquer une courte pause. Voilà, j'ai changé le setup. Pour les timecodes, Planétéo, j'ai dit la phrase clé juste avant. Ok mec? Le mec se parle à lui-même et en plus se parle en disant Planétéo au lieu de Théo, c'est n'importe quoi. Bref. Super sympa. Je sais pas ce que vous allez en penser, je sais pas si ça va être à votre goût ou non. Moi pour le moment je suis vraiment bien entré dedans là. Je suis vraiment très très dedans. Coucou Zikael, ça va pas mal et toi? Comment tu vas? Ouais, j'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous rend au moins curieux. Mais je dois avouer qu'à titre personnel, je suis carrément entré dedans. Je suis très très vite entré dedans. En fait, j'aime beaucoup le ton. euh, J'aime beaucoup la narration. J'aime beaucoup la manière dont est racontée cette histoire. Euh, J'avais déjà eu cette impression en lisant deux trois pages plus tôt dans la semaine. Mais je trouve qu'il y a une écriture qui se rapproche assez de l'écriture de Lovecraft, en cela que c'est une écriture assez versée dans la science quelque part, mais en même temps qui laisse aussi place euh, à un peu plus de fantaisie, on va dire. Euh, il y a des considérations de toutes sortes, même politiques slash moraliste, etc. C'est hyper intéressant. Ça touche à plein de sujets. J'aime beaucoup le ton du narrateur. Enfin, par rapport à du Lovecraft, je trouve que l'écriture est moins lourde en plus. Je trouve que les phrases sont concises, compréhensibles. Je trouve même qu'il y a des moments de vraie poésie. Alors que chez Lovecraft, j'aurais tendance à dire que le style est un petit peu trop neutre à mon goût. En tout cas, je trouve pas que le style de Lovecraft ait des qualités littéraires esthétiques, je veux dire, ou très peu. Alors que là, je trouve que sur certaines phrases, après un petit paragraphe d'explication scientifique ou d'hypothèse, de déduction, etc., il y a des phrases très courtes qui ont beaucoup de sens. Et c'est une poésie particulière, je dirais, ou en tout cas une esthétique particulière. Parce que voilà, elle est pas non plus dans le, comment dire, dans la minutie, travailler dans la minutie, enfin je sais pas comment dire, mais elle est pas élégante ou quoi que ce soit, mais ça donne l'impression d'une espèce de sagesse comme ça. Enfin je sais pas trop décrire mon ressenti précis, j'espère que je suis pas trop flou, mais ouais, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment sympathique dans cette narration. Très très peu de dialogue jusqu'à présent. Euh, D'habitude j'ai tendance à je dirais que j'apprécie quand un texte, c'est à peu près. Je pense que la dose que je préfère personnellement, ça doit être à peu près du 70% narration, 30% dialogue, un truc comme ça. Parce que je trouve que c'est hyper intéressant aussi de faire des expériences dans le dialogue et tout. Mais bon, après, il peut y avoir des qualités dans tous les genres, j'ai envie de dire. Mais là, la mesure, la jauge entre narration et dialogue me dérange absolument pas. Je trouve même qu'elle est intéressante, étant donné qu'on a un narrateur interne qui raconte une histoire passée, bah, un peu à la manière de Lovecraft, c'est certainement aussi pour ça que ça me fait penser à ça. Ouais, je trouve que ça passe très très bien. Enfin, personnellement, j'arrive bien à entrer dedans, ça fait vraiment.
Comment ça? Ça fait un peu journal de bord, un peu journal post-apo comme ça. Hyper sympathique, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup beaucoup comment c'est fait pour le moment. C'est assez mystérieux et en plus je trouve que étrangement je trouve ça assez original en fait. Dans le sens où je pense que des films sur une invasion extraterrestre hostile, etc. Il y en a eu des gigatonnes. Euh, mais là, dans un bouquin, j'ai pas l'impression d'avoir souvent lu ça. Et, euh, et même en fait, c'est peut-être la forme du bouquin qui parle, là, j'ai du mal à parler. C'est peut-être la forme du livre qui implique ça. Mais même dans les films de science-fiction que j'ai vus parler d'extraterrestres, j'ai pas eu l'impression de les entendre avoir ce ton-là. Là, on a un ton assez calme, assez posé, assez descriptif, que je trouve hyper intéressant pour étudier ces thématiques-là. Alors que dans les films sur les extraterrestres, bah, on serait plutôt, je pense, sur l'action. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup ça. Donc peut-être un peu moins de réflexion, un peu moins de parlotte et de réel questionnement, mais plus des réactions et des actions, quoi. Ouais, non, j'aime vraiment bien le rythme qui est instauré pour le moment. Je suis vraiment en train de tomber dans le truc, là. Je kiffe. Je trouve que ça manque un peu de piquant pour le moment, nous dit l'écoute aux portes. D'accord, ok, je peux comprendre, je peux comprendre. Dans Mars Attack, il y a de la parlotte au début. J'imagine que c'est un troll, je me rappelle plus suffisamment de Mars Attack, je dois avouer, mais j'imagine que du coup c'est un peu un troll vu le ton de Mars Attack. Mais ouais, pour le moment, je suis vraiment bien entré. Je kiffe grave. Euh, ok, c'est une satire, ouais, voilà. Je pense que je vais reprendre assez rapidement parce que vraiment, je suis hypé pour le moment. Et j'ai un peu envie de voir la suite, même si le coup de l'œuf, entre guillemets, c'est pas forcément un œuf d'ailleurs, mais le coup de voilà de l'objet scellé qui s'ouvre doucement comme un œuf qui s'écaillerait, etc. Ça, pour le coup, c'est un énorme poncif de beaucoup de films. Mais pareil, faut se rappeler que ça a été écrit en 1898, en tout cas publié en 1898. Donc, est-ce que c'est pas ça qui a inspiré énormément la suite et toutes les œuvres postérieures, en fait? Je trouve ça trop intéressant pour le moment. Enfin bon, bref. Je vais pas m'emballer parce qu'on a lu que 2 chapitres. On n'est pas allé très loin. Donc je vais pas m'emballer. Mais je m'attendais à apprécier la lecture. Et pour le moment, j'ai l'impression que ça va être même mieux que ce à quoi je m'attendais. On va voir. Let's go. J'ai hâte de voir. Je vous souhaite à tous encore une fois une bonne écoute. Bonne écoute Zika, bonne écoute l'écoute aux portes, Industria si tu es toujours parmi nous. Bonne écoute au live Twitch, à la rediffusion YouTube. Je relis de la même manière une vingtaine de minutes. Et puis je refais une pause. Je pense qu'on va tenter de faire ça. Voili voilou. Allez, on est parti. Attendez, je repère le timing du live du coup. Ok, ok, donc à peu près à 1h10 de live. Parfait. En fait, je m'étais jamais fait cette réflexion qu'il me fallait 20 minutes à peu près. Et ouais, maintenant ça me semble logique. J'ai envie de dire presque peu importe le nombre de chapitres que je lis et tout. 20 minutes de lecture, ça me paraît digeste. Comme ça, je peux vous faire 3 parties de 20 minutes. C'est pas mal. Bref, trêve de bavardage. À tout à l'heure. 3. Sur la lande. Je trouvai une vingtaine de personnes environ rassemblées autour du trou immense dans lequel s'était enfoncé le cylindre. J'ai déjà décrit l'aspect de cette masse colossale enfouie dans le sol. Le gazon et le sable alentour semblaient avoir été bouleversés par une soudaine explosion. Nul doute que sa chute n'ait produit une grande flamme subite. Henderson et Ogilvy n'étaient pas là. Je crois qu'ils s'étaient rendus compte qu'il n'y avait rien à faire pour le présent et qu'ils étaient partis déjeuner. 4 ou 5 gamins assis au bord du trou, les jambes pendantes, s'amusaient jusqu'à ce que je les eusse arrêtés.
à jeter des pierres contre la masse géante. Après que je leur eus fait des remontrances, ils se mirent à jouer à chat au milieu du groupe de curieux. Parmi ceux-ci était un couple de cyclistes, un ouvrier jardinier que j'employais parfois, une fillette portant un bébé dans ses bras, Greg le boucher et son garçon, plus 2 ou 3 commissionnaires occasionnels qui traînaient habituellement aux alentours de la station du chemin de fer. On parlait très peu. Les gens du commun peuple n'avaient alors en Angleterre que des idées fort vagues sur les phénomènes astronomiques. La plupart d'entre eux contemplaient tranquillement l'énorme sommet plat du cylindre qui était encore tel qu'Ogilvy et Anderson l'avaient laissé. Le populaire, qui s'attendait à un tas de corps carbonisés, était, je crois, fort désappointé de trouver cette masse inanimée. Quelques-uns s'en allèrent, et d'autres arrivèrent pendant que j'étais là. Je descendis dans le trou, et je crus sentir un faible mouvement sous mes pieds. Le sommet avait certainement cessé de tourner. Ce fut seulement lorsque j'en approchai de près que l'étrangeté de cet objet me devint évidente. À première vue, ce n'était réellement pas plus émouvant qu'une voiture renversée ou un arbre abattu par le vent en travers de la route. Pas même autant, à vrai dire. Cela ressemblait à un gazomètre rouillé, à demi enfoncé dans le sol, plus qu'à autre chose au monde. Il fallait une certaine éducation scientifique pour se rendre compte que les écailles grises qui le recouvraient n'étaient pas une oxydation ordinaire, que le métal d'un blanc jaunâtre qui brillait dans la fissure entre le couvercle et le cylindre n'était pas d'une teinte familière. Extraterrestre n'avait aucune signification pour la plupart des spectateurs. Il fut à ce moment absolument clair dans mon esprit que la chose était venue de la planète Mars, mais je jugeais improbable qu'elle contint une créature vivante quelconque. Je pensais que le dévissage était automatique. Malgré Ogilvy, je croyais à des habitants dans Mars. Mon esprit vagabonda à sa fantaisie autour des possibilités d'un manuscrit enfermé à l'intérieur et des difficultés que soulèverait sa traduction, ou bien de monnaies, de modèles ou de représentations diverses qu'il contiendrait, et ainsi de suite. Cependant, l'objet était un peu trop gros pour que cette idée pût me rassurer. J'étais impatient de le voir ouvert. Vers 11 heures, comme rien ne paraissait se produire, je m'en retournai, plein de ces préoccupations, chez moi, à Maybury. Mais j'éprouvais de la difficulté à reprendre mes investigations abstraites. Dans l'après-midi, l'aspect de la lande avait grandement changé. Les premières éditions des journaux du soir avaient étonné Londres avec d'énormes manchettes. Un message venu de Mars, surprenante nouvelle, et bien d'autres. De plus, le télégramme de Gilvy au bureau central météorologique avait bouleversé tous les observatoires du Royaume-Uni. Il y avait sur la route, près des carrières de sable, une demi-douzaine au moins de voitures de louage de la station de Woking, un cabriolet venu de Chobham et un landau majestueux. Non loin se trouvaient d'innombrables bicyclettes. De plus, un grand nombre de gens, en dépit de la chaleur, étaient venus à pied de Woking et de Chertsey, de sorte qu'il y avait là maintenant une foule considérable, dans laquelle se voyaient plusieurs jolies dames en robe claire. La chaleur était suffocante. Il n'y avait aucun nuage au ciel, ni la moindre brise, et la seule ombre aux alentours était celle que projetaient quelques sapins épars. On avait éteint l'incendie des bruyères, mais aussi loin que s'étendait la vue vers Ortershaw, la lande unie était noire et couverte de cendres, d'où s'échappaient encore des traînées verticales de fumée. Un marchand de rafraîchissements entreprenant avait envoyé son fils avec une brouettée de fruits et de bouteilles de bière. En m'avançant jusqu'au bord du trou, je le trouvai occupé par un groupe d'une demi-douzaine de gens. Henderson, Ogilvy et un homme de haute taille et très blond que je sus après être Stent de l'Observatoire royal, dirigeant des ouvriers munis de pelles et de pioches. Stent donnait des ordres d'une voix claire et aiguë. Il était debout sur le cylindre qui devait être maintenant considérablement refroidi. Sa figure était rouge et transpirait abondamment. Quelque chose semblait l'avoir irrité. Une grande partie du cylindre avait été dégagée, bien que sa partie inférieure fût encore enfoncée dans le sol. Aussitôt qu'Ogilvy m'aperçut dans la foule, il me fit signe de descendre et me demanda si je voulais aller trouver Lord Hilton, le propriétaire. La foule, qui augmentait sans cesse, et spécialement les gamins, dit-il, devenait un sérieux embarras pour leurs fouilles. Il voulait donc qu'on installât un léger barrage et qu'on les aidât à maintenir les gens à une distance convenable. Il me dit aussi que de faibles mouvements s'entendaient de temps à autre à l'intérieur, mais que les ouvriers avaient dû renoncer à dévisser le sommet parce qu'ils n'offraient aucune prise. Les parois paraissaient être d'une épaisseur énorme, et il était possible que les sons affaiblis qui parvenaient au dehors fussent les signes d'un bruyant tumulte à l'intérieur.
J'étais très content de lui rendre le service qu'il me demandait, et de devenir ainsi un des spectateurs privilégiés en deçà de la clôture. Je ne rencontrai pas Lord Hilton chez lui, mais j'appris qu'on l'attendait par le train de 6 heures. Comme il était alors 5h15, je rentrai chez moi prendre le thé, et me rendis ensuite à la gare. 4. Le cylindre se dévisse. Quand je revins à la lande, le soleil se couchait. Des groupes épars se hâtaient, venant de Woking, et une ou deux personnes s'en retournaient. La foule autour du trou avait augmenté, et se détachait noire sur le jaune pâle du ciel. 200 personnes environ. Des voix s'élevèrent, et il sembla se produire une sorte de lutte alentour du trou. D'étranges idées me vinrent à l'esprit. Comme j'approchai, j'entendis la voix de Stent qui s'écriait « En arrière, en arrière !» Un gamin arrivait en courant vers moi. « Ça remue, me dit-il en passant. Ça se dévisse tout seul. C'est du louche tout ça. Merci, je me sauve. » Je continuai ma route. Il y avait bien là, j'imagine, 200 ou 300 personnes se pressant et se coudoyant, les quelques femmes n'étant en aucune façon les moins actives. « Il est tombé dans le trou !» cria quelqu'un. « En arrière !» crièrent des voix. La foule s'agita quelque peu, et en jouant des coudes, je me frayai un chemin entre les rangs pressés. Tout ce monde semblait grandement surexcité. J'entendis un bourdonnement particulier qui venait du trou. « Dites donc, me cria Ogilvy, aidez-nous à maintenir ces idiots à distance. On ne sait pas ce qu'il peut y avoir dans cette diablesse de choses. » Je vis un jeune homme que je reconnus pour un garçon de boutique de Woking, qui essayait de regrimper hors du trou dans lequel la foule l'avait poussé. Le sommet du cylindre continuait à se dévisser de l'intérieur. Déjà 50 centimètres de vis brillantes paraissaient. Quelqu'un vint trébucher contre moi et je faillis bien être précipité contre le cylindre. Je me retournai, et à ce moment le dévissage dut être au bout, car le couvercle tomba sur les graviers avec un choc retentissant. J'opposai solidement mon coude à la personne qui se trouvait derrière moi et tournai mes regards vers la chose. Pendant un moment, cette cavité circulaire sembla parfaitement noire. J'avais le soleil dans les yeux. Je crois que tout le monde s'attendait à voir surgir un homme, possiblement quelque être un peu différent des hommes terrestres, mais, en ses parties essentielles, un homme. Je sais que c'était mon cas. Mais, regardant attentivement, je vis bientôt quelque chose remuer dans l'ombre. Des mouvements incertains et houleux, l'un par-dessus l'autre, puis 2 disques lumineux comme des yeux. Enfin, une chose qui ressemblait à un petit serpent gris, de la grosseur environ d'une canne ordinaire, se déroula hors d'une masse repliée et se tortilla dans l'air de mon côté. Puis ce fut le tour d'une autre. Un frisson soudain me passa par tout le corps. Une femme derrière moi poussa un cri aigu. Je me tournai à moitié sans quitter des yeux le cylindre hors duquel d'autres tentacules surgissaient maintenant, et je commençai à coups de coude à me frayer un chemin en arrière du bord. Je vis l'étonnement faire place à l'horreur sur les faces des gens qui m'entouraient. J'entendis de tous côtés des exclamations confuses, et il y eut un mouvement général de recul. Le jeune boutiquier se hissait à grands efforts sur le bord du trou, et tout à coup je me trouvai seul, tandis que de l'autre côté les gens s'enfuyaient, et Stent parmi eux. Je reportai les yeux vers le cylindre, et une irrésistible terreur s'empara de moi. Je demeurai ainsi pétrifié, et les yeux fixes. Une grosse masse grisâtre et ronde, de la grosseur à peu près d'un ours, s'élevait lentement et péniblement hors du cylindre. Au moment où elle parut en pleine lumière, elle eut des reflets de cuir mouillé. 2 grands yeux sombres me regardaient fixement. L'ensemble de la masse était rond et possédait pour ainsi dire une face. Il y avait sous les yeux une bouche, dont les bords sans lèvres tremblotaient, s'agitaient et laissaient échapper une sorte de salive. Le corps palpitait et haletait convulsivement. Un appendice tentaculaire long et mou agrippa le bord du cylindre, et un autre se balança dans l'air. Ceux qui n'ont jamais vu de martiens vivants peuvent difficilement s'imaginer l'horreur étrange de leur aspect, leur bouche singulière en forme de V et la lèvre supérieure pointue, le manque de front, l'absence de menton au-dessous de la lèvre inférieure en coin, le remuement incessant de cette bouche, le groupe gorgonesque des tentacules, la respiration tumultueuse des poumons dans une atmosphère différente, leurs mouvements lourds et pénibles à cause de l'énergie plus grande de la pesanteur sur la terre, et par-dessus tout l'extraordinaire intensité de leurs yeux énormes. Tout cela me produisit un effet qui tenait de la nausée. Il y avait quelque chose de fongeux dans la peau brune huileuse, quelque chose d'inexprimablement terrible dans la maladroite assurance de leurs lents mouvements. Même à cette première rencontre,
Je fus saisi de dégoût et d'épouvante. Soudain, le monstre disparut. Il avait chancelé sur le bord du cylindre et dégringolé dans le trou avec un bruit semblable à celui que produirait une grosse masse de cuir. Je l'entendis pousser un singulier cri rauque, et immédiatement après, une autre de ces créatures apparut vaguement dans l'ombre épaisse de l'ouverture. Alors, mon accès de terreur cessa. Je me détournai, et dans une course folle, m'élançai vers le premier groupe d'arbres, à environ 100 mètres de là. Mais je courais obliquement et en trébuchant, car je ne pouvais détourner mes regards de ces choses. Parmi quelques jeunes sapins et des buissons de genêts, je m'arrêtai haletant, anxieux de ce qui allait se produire. La lande, autour du trou, était couverte de gens épars, comme moi, à demi fascinés de terreur, épiant ces créatures, ou plutôt l'amas de gravier bordant le trou dans lequel elles étaient. Alors, avec une horreur nouvelle, je vis un objet rond et noir s'agiter au bord du talus. C'était la tête du boutiquier qui était tombé dans la fosse, et cette tête semblait un petit point noir contre les flammes du ciel occidental. Il parvint à sortir une épaule et un genou, mais il parut retomber de nouveau, et sa tête seule resta visible. Soudain, il disparut, et je m'imaginai qu'un faible cri venait jusqu'à moi. Une impulsion irraisonnée m'ordonna d'aller à son aide, sans que je pusse surmonter mes craintes. Tout devint alors invisible, caché dans la fosse profonde, et par le tas de sable que la chute du cylindre avait amoncelé. Quiconque serait venu par la route de Chobham ou de Woking eût été fort étonné de voir une centaine de gens environ, en un grand cercle irrégulier, dissimulés dans des fossés, derrière des buissons, des barrières, des haies, ne se parlant que par cris brefs et rapides, et les yeux fixés obstinément sur quelques tas de sable. La brouette de provisions, épave baroque, était restée sur le talus, noire contre le ciel en feu, et dans le chemin creux était une rangée de véhicules abandonnés, dont les chevaux frappaient de leurs sabots le sol ou achevaient la pitance d'avoine de leurs musettes. 5. Le rayon ardent. Après le coup d'œil que j'avais pu jeter sur les martiens émergeants du cylindre dans lequel ils étaient venus de leur planète sur la Terre, une sorte de fascination paralysa mes actes. Je demeurai là, enfoncé jusqu'aux genoux dans la bruyère, les yeux fixés sur le monticule qui les cachait. En moi, la crainte et la curiosité se livraient bataille. Je n'osais pas retourner directement vers le trou, mais j'avais l'ardent désir de voir ce qui s'y passait. Je m'avançai donc, décrivant une grande courbe, cherchant les points avantageux, observant continuellement les tas de sable qui dérobaient au regard ces visiteurs inattendus de notre planète. Un instant, un fouet de minces lanières noires passa rapidement devant le soleil couchant et disparut aussitôt. Après, une légère tige éleva l'une après l'autre ses articulations, au sommet desquelles un disque circulaire se mit à tourner avec un mouvement irrégulier. Que se passait-il donc dans ce trou? La plupart des spectateurs avaient fini par se rassembler en deux groupes. L'un, une petite troupe du côté de Woking, l'autre, une bande de gens dans la direction de Chobham. Évidemment, le même conflit mental les agitait. Autour de moi, quelques personnes se trouvaient disséminées. Je passai près d'un de mes voisins, dont je ne connaissais pas le nom, et il m'arrêta, mais ce n'était guère le moment d'engager une conversation bien nette. « Quelle vilaine brute !» dit-il. « Bon Dieu, quelle vilaine brute !» Il répéta cela à plusieurs reprises. « Avez-vous vu quelqu'un tomber dans le trou ?» demandai-je, mais il ne me répondit pas. Nous restâmes silencieux et attentifs pendant un long moment, côte à côte, éprouvant, j'imagine, un certain réconfort à notre mutuelle compagnie. Alors je changeai de place, m'installant sur un renflement de terrain qui me donnait l'avantage d'1 mètre ou 2 d'élévation, et quand je cherchai des yeux mon compagnon, je l'aperçus qui retournait à Woking. Le couchant devint crépuscule avant que rien d'autre ne se fût produit. La foule au loin, sur la gauche de Woking, semblait s'accroître, et j'entendais maintenant son bruit confus. La petite bande de gens vers Chobham se dispersa, mais aucun indice de mouvement ne venait du cylindre. Ce fut cette circonstance, plus qu'autre chose, qui rendit aux gens du courage. Je suppose que les curieux qui arrivaient constamment de Woking contribuèrent aussi à relever la confiance. En tous les cas, comme l'ombre tombait, un mouvement lent et intermittent commença sur la lande, un mouvement qui se précisa à mesure que la tranquillité du soir restait ininterrompue autour du cylindre. De verticales formes noires, par 2 ou 3, s'avançaient, s'arrêtaient,
observer, avancer de nouveau, s'étendant de cette façon en un mince croissant irrégulier qui semblait vouloir cerner le trou en rapprochant ses pointes de mon côté. Je commençais aussi à me diriger vers la fosse. Alors, j'aperçus quelques cochers et autres conducteurs d'attelage qui menaient hardiment leurs véhicules à travers les carrières, et j'entendis le bruit des sabots et le grincement des roues. Je vis un gamin emmener la brouette de provisions. Puis, à moins de 30 mètres du trou, je remarquai, venant du côté de Horcel, une petite troupe d'hommes et celui qui marchait en tête agitait un drapeau blanc. C'était la députation. On avait hâtivement tenu conseil, et puisque les Martiens étaient, en dépit de leur forme repoussante, des créatures intelligentes, on avait résolu de leur montrer, en s'approchant d'eux avec des signaux, que nous aussi, nous étions intelligents. Le drapeau battait au vent, et la troupe s'avança à droite d'abord, puis elle tourna à gauche. J'étais trop loin pour reconnaître personne, mais j'appris par la suite qu'Ogilvy, Stent et Anderson avaient tenté avec d'autres cet essai de communication. Dans leur marche, ils avaient rétréci pour ainsi dire la circonférence maintenant à peu près ininterrompue de gens, et un certain nombre de vagues formes noires les suivaient à un intervalle discret. Tout à coup, il y eut un soudain jet de lumière, et une fumée grisâtre et lumineuse sortit du trou en 3 bouffées distinctes, qui l'une après l'autre montèrent se perdre dans l'air tranquille. Cette fumée, il serait peut-être plus exact de dire cette flamme, était si brillante que le ciel d'un bleu profond au-dessus de nos têtes, et que la lande sombre et brumeuse, avec ses bouquets de pins du côté de Chertsey, parurent s'obscurcir brusquement quand ces bouffées s'élevèrent, et rester plus sombres après leur disparition. Au même moment, une sorte de bruit pareil à un sifflement devint perceptible. De l'autre côté de la fosse, la petite troupe de gens que précédait le drapeau blanc s'était arrêtée à la vue du phénomène, poignée de petites formes verticales et sombres sur le sol noirâtre. Pardon, je vais tousser. Éternuer même. Excusez-moi. Quand la fumée verte monta, leurs faces s'éclairèrent d'un vert pâle et s'effacèrent à nouveau dès qu'elle se fut évanouie. Alors, lentement, le sifflement devint un bourdonnement, un interminable bruit retentissant et monotone. Lentement, un objet de forme bossue s'éleva hors du trou, et une sorte de rayon lumineux s'élança en tremblotant. Aussitôt, des jets de réelles flammes, des lueurs brillantes sautant de l'un à l'autre, jaillirent du groupe d'hommes dispersés. On eût dit que quelque invisible jet se heurtait contre eux, et que, du choc, naissait une flamme blanche. Il semblait que chacun d'eux fût soudain et momentanément changé en flamme. À la clarté de leur propre destruction, je les vis chanceler et s'affaisser, et ceux qui les suivaient s'enfuirent en courant. Je demeurai stupéfait, ne comprenant pas encore que c'était la mort qui sautait d'un homme à un autre dans cette petite troupe éloignée. J'avais seulement l'impression que c'était quelque chose d'étrange, un jet de lumière sans bruit presque, et qui faisait s'affaisser inanimés tous ceux qui l'atteignaient. Et de même, quand l'invisible trait ardent passait sur eux, les pins flambaient et tous les buissons de genêts secs s'enflammaient avec un bruit sourd. Dans le lointain, vers Knapp Hill, j'apercevais les lueurs soudaines d'arbres, de haies et de chalets de bois qui prenaient feu. Rapidement et régulièrement, cette mort flamboyante, cette invisible, inévitable épée de flamme, décrivait sa courbe. Je m'aperçus qu'elle venait vers moi aux buissons enflammés qu'elle touchait, et j'étais trop effrayé et stupéfié pour bouger. J'entendis les crépitements du feu dans les carrières, et le soudain hennissement de douleur d'un cheval qui fut immobilisé aussitôt. Il semblait qu'un doigt invisible, et pourtant intensément brûlant, était étendu à travers la bruyère entre les Martiens et moi, et tout au long d'une ligne courbe au-delà des carrières, le sol sombre fumait et craquait. Quelque chose tomba avec fracas au loin sur la gauche, où la route qui va à la gare de Woking entre sur la lande. Presque aussitôt le sifflement et le bourdonnement cessèrent, et l'objet noir en forme de dôme s'enfonça lentement dans le trou où il disparut. Tout ceci s'était produit avec une telle rapidité que je restais là immobile, abasourdi et ébloui par les jets de lumière. Si cette mort avait décrit un cercle entier, j'aurais été certainement tué par surprise. Mais elle s'arrêta et m'épargna, laissant tomber sur moi la nuit soudainement sombre et hostile. La lande ondulée semblait maintenant obscurcie jusqu'aux pires ténèbres, excepté aux endroits où les routes qui la parcouraient s'étendaient grises et pâles sous le ciel bleu foncé de la nuit. Tout était noir et désert. Au-dessus de ma tête,
une à une les étoiles s'assemblaient, et à l'ouest le ciel brillait encore, pâle et presque verdâtre. Les cimes des pins et les toits de Horsel se découpaient nettes et noires contre l'arrière-clarté occidentale. Les Martiens et leur matériel étaient complètement invisibles, excepté la tige mince sur laquelle leur miroir s'agitait incessamment en un mouvement irrégulier. Des taillis de buissons et d'arbres isolés fumaient et brûlaient encore, ici et là, et les maisons du côté de la gare de Woking envoyaient des spirales de flammes dans la tranquillité de l'air nocturne. À part cela, et ma terrible stupéfaction, rien d'autre n'était changé. Le petit groupe de taches noires qui suivait le drapeau blanc avait été simplement supprimé de l'existence. Et le calme du soir, me semblait-il, avait à peine été troublé. Je m'aperçus que j'étais là, sur cette lande obscure, sans aide, sans secours, et seul. Soudain, comme quelque chose qui tombe sur vous à l'improviste, la peur me prit. Avec un effort, je me retournai et m'élançai en une course trébuchante à travers la bruyère. La peur que j'avais n'était pas une crainte rationnelle, mais une terreur panique, non seulement des Martiens, mais de l'obscurité et du silence qui m'entourait. Elle produisit sur moi un si extraordinaire effet d'abattement, qu'en courant, je pleurai silencieusement, comme un enfant. Maintenant que j'avais tourné le dos, je n'osais plus regarder en arrière. Je me souviens d'avoir eu la singulière impression que l'on se jouait de moi, et qu'au moment où j'atteindrais la limite du danger, cette mort mystérieuse, aussi soudaine que l'éclair, allait surgir du cylindre et me frapper. Et c'est la fin du chapitre 5, les amis. Nous passons à la dernière pause de ce soir. Et oui, dernière pause puisque je suis vraiment, vraiment super en kiff sur cette œuvre pour le moment. C'est assez hallucinant. Je m'attendais pas à ça en fait. Je m'attendais pas à autant kiffer. Vraiment pas. J'étais assez neutre et ouais, je m'attendais à rien de négatif ou de positif, on va dire. Au mieux, je m'attendais à ce que ce soit sympathique, étant donné que j'avais plutôt bien aimé L'Homme Invisible d'Herbert George Wells. Et que il est vrai quand même que j'ai une petite affection pour les histoires d'extraterrestres, d'aliens, etc. Même si euh, c'est bizarre ce que j'allais dire, mais j'allais dire je préfère les choses réelles que les choses fictionnelles. Mais en tout cas, ça m'intéresse tout ce qui pourrait tenter de prouver que les extraterrestres sont réels. Donc ouais, j'ai toujours eu un truc comme ça avec les aliens, les extraterrestres. J'ai pas tellement l'impression d'avoir consommé beaucoup de films ou d'autres œuvres sur le sujet. Euh, Ça m'est arrivé, mais ouais, encore une fois, de l'ordre de la fiction, au final, je m'y suis pas tant intéressé que ça. Et ça m'est arrivé d'en mettre dans des jeux de rôle ou dans des textes que j'ai pu écrire. Donc ouais, je suis assez vierge encore une fois sur ce domaine. Et là, pour le moment, je suis complètement pris dedans. Ça marche complètement sur moi. J'ai l'impression que, de ce que j'en connais quand même, parce que voilà, j'ai quand même quelques exemples en tête. Donc j'ai l'impression que de ce que j'en connais, c'est une structure relativement simple, relativement classique de l'excursion extraterrestre sur la Terre. Mais je sais pas, je trouve que c'est vachement bien écrit en fait. Je trouve que c'est vachement bien écrit, vachement fluide. Euh, J'aime beaucoup la manière dont le narrateur est impliqué dans les événements et en même temps euh, qu'il garde une certaine neutralité, une certaine, je vais pas dire froideur, mais voilà, il est très très descriptif. C'est un narrateur interne, mais pourtant j'ai l'impression d'une certaine objectivité entre guillemets ou voilà d'une certaine distance, d'un certain recul. Et du coup, je trouve que c'est intéressant que tout ne soit pas décrit par le prisme du sentiment de l'émotion. J'ai l'impression que d'habitude sur le sujet alien extraterrestre, on serait plutôt du côté de l'émotion, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, plutôt du côté de l'action et de la réaction. Là, j'ai l'impression d'avoir un peu un discours intellectualisé sur ces fameuses réactions qu'on pourrait avoir en présence
d'extraterrestres, etc. Enfin ouais, je trouve ça vraiment intéressant, vraiment très sympa. Je suis complètement pris dedans. Et j'ai hâte de voir comment ça va se spread, du coup, comment ça va se poursuivre. Parce que pareil, euh, des, des rares images que j'ai vues du film avec Tom Cruise, j'aurais jamais soupçonné que l'histoire pouvait être ça. Alors, même si je pense que là, on est dans une espèce d'introduction, dans une espèce de scène d'exposition, donc ça peut être dispensable dans le film. Je sais pas si tout ce que je viens de vous lire a été vraiment adapté dans le film, mais c'est vrai que je m'attendais pas à ça, quelque part. Et je trouve ça vraiment super en fait. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et bah, du coup, je suis en train de me dire que en effet, a priori, la guerre des mondes a peut-être inspiré et marqué beaucoup, beaucoup les consciences, puisque je suis en train de me dire que potentiellement tout ce qui a suivi sur le même thème a l'air de quand même pas mal ressembler. Donc ouais, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. Je trouve ça toujours hyper intéressant quand je vous fais la lecture d'une œuvre et que, entre guillemets, on se rend compte qu'en fait, bah, c'est l'œuvre majeure ou l'une des œuvres majeures qui a certainement influencé tous ceux qui l'ont suivi jusqu'à notre époque, quoi. Je trouve ça dingue. C'est fou à quel point ça peut avoir un impact comme ça, une influence. Mais ouais, non, j'aime vraiment beaucoup. Et du coup, on voit que l'esthétique me fait penser à des choses qu'on voit dans plein de choses sur les extraterrestres, à savoir l'espèce de boule avec des espèces de tentacules ou de pattes, etc. Ça, c'est vraiment présent dans tellement d'œuvres, j'ai l'impression. Donc j'imagine que ça vient de lui, le premier délire. Mais ouais, rien qu'à Matrix, hein, l'air de rien, voilà. En soi, il y a ça. Cet aspect tentaculaire, etc. Par contre, une chose que j'ai jamais vue et que je trouve incroyable, et je sais pas du coup si c'est comme ça dans le film, puisque les couteaux portes nous dit que l'esthétique des Martiens ressemble assez dans le film. Mais justement, je me suis dit, c'est vachement innovant, j'ai jamais l'impression d'avoir vu ça. Parce que malgré l'aspect, bah voilà, là, la représentation moderne un petit peu, c'est quelque chose, c'est une espèce de machine mécanique en fait, tout simplement. Alors si ça se trouve, ça, c'est pas vraiment un extraterrestre, c'est peut-être des machines d'extraterrestres, j'en sais rien. Mais en tout cas, là, j'avais l'impression qu'il y avait une description à mi-chemin entre un être vivant et une machine, et je trouve ça trop intéressant. C'est-à-dire qu'il y avait ce côté, une sphère avec des tentacules, donc du coup, de prime abord, on imagine plutôt quelque chose de mécanique, mais en même temps, on nous dit que ça a l'aspect du cuir, donc plutôt la peau d'un animal, entre guillemets. On nous dit que qu'il a des espèces de dieux, qu'il a une espèce de bouche en V qui n'arrête pas de parler. Donc, ouais, en fait, j'ai vachement du mal à imaginer. Et en même temps, je trouve ça hyper original. Et j'ai pas l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part, quoi. Cet alien à la croisée entre la machine et l'animal, quoi. Je trouve ça hyper intéressant. J'aimerais trop. Alors, j'avoue que en imaginant ce que je lis, je peux très facilement tomber sur des réalisations qui feraient extrêmement kitsch et des aliens qui feraient un peu ridicule. Mais si quelqu'un arrivait à donner cette idée, à donner ce concept, à réaliser ce concept de manière classe, je pense que ça pourrait être hyper hyper original et hyper étonnant, voire presque dérangeant quoi. Ça traduirait bien justement la circonspection qu'on pourrait avoir à la rencontre d'une espèce extraterrestre. C'est fou cette idée de laser en 1898. J'avoue, c'est marrant aussi ça, ce truc-là de le feu qui se propage comme ça et qui bondit d'endroit en endroit. Encore une fois, je trouve que ça ne fit pas tellement les représentations qu'on a par exemple sur la couverture. C'est un peu plus folklorique, c'est un petit peu plus, il y a un peu plus de fantaisie, mais je trouve ça hyper sympathique. J'aime beaucoup beaucoup. Franchement, pour le moment, ouais, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à être conquis à ce point. Je suis vraiment en kiff.
Je sais pas combien de chapitres je vais vous lire encore ce soir. Désolé si je m'arrête en plein milieu d'un truc intéressant. Mais je pense que je vais me garder cette fameuse règle de lire à peu près 20 minutes. Et donc, je vous dis à dans une vingtaine, trentaine de minutes pour l'outro, puisqu'on est reparti. Je bois une petite lampée parce que je commence à avoir un peu la gorge sèche. J'espère que ma lecture n'est pas trop hachurée ce soir parce que, comme je vous le disais, comme je vous le disais en début de live, j'ai mangé lourd et beaucoup plus tard que d'habitude, ce qui n'est jamais bon pour les lives de lecture. Et du coup, j'ai l'impression que ça me pèse un petit peu sur l'estomac et que du coup, j'ai plus de mal à reprendre mon souffle. Ce qui fait que peut-être mes phrases, mon débit de parole est peut-être un chouïa plus lent que d'habitude. Et du coup, bah, j'espère que ça n'entrave pas trop le plaisir d'écoute et la compréhension du texte. Bref, je vous souhaite une bonne écoute l'écoute au porte, bonne écoute Zika, bonne écoute Industrias, bonne écoute à tout le chat sur Twitch. Et bonne écoute bien entendu à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. À tout à l'heure. 6. Le rayon ardent sur la route de Shobam. La façon dont les Martiens peuvent si rapidement et silencieusement donner la mort est encore un sujet d'étonnement. Certains pensent qu'ils parviennent, d'une manière quelconque, à produire une chaleur intense dans une chambre de non-conductivité pratiquement absolue. Cette chaleur intense, ils la projettent dans un rayon parallèle, contre tels objets qu'ils veulent, au moyen d'un miroir parabolique d'une composition inconnue, à peu près comme le miroir parabolique d'un phare projette un rayon de lumière. Mais personne n'a pu prouver ces détails d'une façon irréfutable. De quelque façon qu'il soit produit, il est certain qu'un rayon de chaleur est l'essence de la chose, une chaleur invisible au lieu d'une lumière visible. Tout ce qui est combustible s'enflamme à son contact. Le plomb coule comme de l'eau, le fer s'amollit, le verre craque et fond, et l'eau se change immédiatement en vapeur. Cette nuit-là, sous les étoiles, près de 40 personnes gisaient autour du trou, carbonisées, défigurées, méconnaissables, et jusqu'au matin la lande, de Orsel jusqu'à Maybury, resta déserte et en feu. La nouvelle du massacre parvint probablement en même temps à Shobam, à Woking et à Ottershaw. À Woking, les boutiques étaient fermées quand le tragique événement se produisit, et un grand nombre de gens, boutiquiers et autres, attirés par les histoires qu'ils avaient entendu raconter, avaient traversé le pont de Orsel et s'avançaient sur la route entre les haies qui viennent aboutir à la lande. Vous pouvez vous imaginer les jeunes gens et les jeunes filles, après les travaux de la journée, prenant occasion de cette nouveauté comme de toute autre, pour faire une promenade ensemble et flirter à loisir. Vous pouvez vous figurer le bourdonnement des voix au long de la route, dans le crépuscule. Jusqu'alors, sans doute, peu de gens dans Woking même savaient que le cylindre était ouvert, bien que le pauvre Henderson eût envoyé un messager porté à bicyclette, au bureau de poste, un télégramme spécial pour un journal du soir. Les curieux débouchaient par deux et trois sur la lande, et ils trouvaient de petits groupes de gens causant avec animation, en observant le miroir tournant au-dessus des carrières de sable, et la même excitation gagnait rapidement les nouveaux venus. Vers 8h30, quand la députation fut détruite, il pouvait y avoir environ 300 personnes à cet endroit, sans compter ceux qui avaient quitté la route pour s'approcher plus près des Martiens. Il y avait aussi 3 agents de police, dont l'un était à cheval, faisant de leur mieux, d'après les instructions de Stent, pour maintenir la foule et l'empêcher d'approcher du cylindre, non sans soulever quelques protestations de la part de ces personnes excitables et irréfléchies, pour lesquelles un rassemblement est toujours une occasion de tapage et de brutalité. Stent et Ogilvy, redoutant les possibilités d'une collision, avaient télégraphié de Orsel aux forces militaires aussitôt que les Martiens avaient paru, demandant l'aide d'une compagnie de soldats pour protéger, contre toute tentative de violence, les étranges créatures. C'est après cela qu'ils avaient fait leur si malheureuse avance. Les descriptions de leurs morts, telles que la vit la foule, s'accordent de très près avec mes propres impressions. Les 3 bouffées de fumée verte, le sourd ronflement et les jets de flammes. Bien plus que moi, cette foule de gens l'échappa belle. Le seul fait qu'un monceau de sable couvert de bruyère interceptât la partie inférieure du rayon les sauva. Si l'élévation du miroir parabolique avait été de quelques mètres plus haute,
Aucun d'eux n'aurait survécu pour raconter l'événement. Ils virent les jets de lumière, les hommes tomber, et une main, invisible pour ainsi dire, allumer les buissons en s'avançant vers eux dans l'ombre qui gagnait. Alors, avec un sifflement qui s'éleva par-dessus le ronflement venant du trou, le rayon oscilla juste au-dessus de leur tête, enflammant les cimes des êtres qui bordaient la route, faisant éclater les briques, fracassant les carreaux, enflammant les boiseries des fenêtres et faisant s'écrouler en miettes le pignon d'une maison située au coin de la route. Dans le crépitement, le sifflement et l'éclat aveuglant des arbres en feu, la foule frappée de terreur sembla hésiter pendant quelques instants. Des étincelles et des brindilles commencèrent à tomber sur la route, avec des feuilles comme des bouffées de flammes. Les chapeaux et les habits prenaient feu, puis de la lande vint un appel. Il y eut des cris et des clameurs, et tout à coup l'agent de police à cheval arriva, galopant vers la foule confuse, la main sur la tête, et hurlant de douleur. « Ils viennent !» cria une femme, et immédiatement chacun tourna les talons, et poussant ceux qui se trouvaient derrière, tâcha de regagner au plus vite la route de Woking. Tous s'enfuirent aussi confusément qu'un troupeau de moutons. À l'endroit où la route était plus étroite et plus obscure entre les talus, la foule s'écrasa, et une lutte désespérée s'ensuivit. Tous n'échappèrent pas. 3 personnes, 2 femmes et un petit garçon, furent renversées, piétinées, et laissées pour mortes dans la terreur et les ténèbres. 7. Comment je rentrai chez moi. Pour ma part, je ne me rappelle rien de ma fuite, sinon des heurts violents contre des arbres et des culbutes dans la bruyère. Tout autour de moi s'accroissait la terreur invisible des Martiens. Cette impitoyable épée ardente semblait tournoyer partout, brandie au-dessus de ma tête avant de s'abattre et de me frapper à mort. J'arrivai sur la route entre le carrefour et Orsel, et je courus jusqu'au chemin de traverse. À la fin, il me fut impossible d'avancer, épuisé par la violence de mes émotions et l'élan de ma course. Je chancelai et m'affaissai inanimé sur le bord du chemin. C'était au coin du pont qui traverse le canal près de l'usine à gaz. Je dus rester ainsi quelque temps, puis je m'assis, étrangement perplexe. Pendant un bon moment, je ne pus clairement me rappeler comment j'étais venu là. Ma terreur s'était détachée de moi comme un manteau. J'avais perdu mon chapeau et mon faux col était déboutonné. Quelques instants plus tôt, il n'y avait eu pour moi que 3 choses réelles. L'immensité de la nuit, de l'espace et de la nature. Ma propre faiblesse et mon angoisse. L'approche certaine de la mort. Maintenant, il me semblait que quelque chose s'était retourné, que le point de vue avait changé brusquement. Il n'y avait eu, d'un état d'esprit à l'autre, aucune transition sensible. J'étais immédiatement redevenu le moi de chaque jour, l'ordinaire et convenable citoyen. La lande silencieuse, le motif de ma fuite, les flammes qui s'élevaient, étaient comme un rêve. Je me demandais si toutes ces choses étaient vraiment arrivées. Je n'y pouvais croire. Je me levai et gravis d'un pas mal assuré la pente raide du pont. Mon esprit était envahi par une morne stupéfaction. Mes muscles et mes nerfs semblaient privés de toute force. Je devais tituber comme un homme ivre. Une tête apparut au-dessus du parapet, et un ouvrier portant un panier s'avança. Auprès de lui courait un petit garçon. En passant près de moi, il me souhaita le bonsoir. J'eus l'intention de lui causer, sans le faire. Je répondis à son salut par un vague marmottement, et traversai le pont. Sur le viaduc de Maybury, un train, tumulte mouvant de fumée blanche aux reflets de flammes, continuait son vaste élan vers le sud, longue chenille de fenêtres brillantes, fracas, tapage, tintamarre, et il était déjà loin. Un groupe indistinct de gens causaient près d'une barrière de la jolie avenue de chalets qu'on appelait Oriental Terrace. Tout cela était si réel et si familier. Et ce que je laissais derrière moi était si affolant, si fantastique. De telles choses, me disais-je, étaient impossibles. Peut-être suis-je un homme d'humeur exceptionnelle. Je ne sais jusqu'à quel point mes expériences sont celles du commun des mortels. Parfois, je souffre d'une fort étrange sensation de détachement de moi-même et du monde qui m'entoure. Il me semble observer tout cela de l'extérieur, de quelque endroit inconcevablement éloigné, hors du temps, hors de l'espace, hors de la vie et de la tragédie de toute chose. Ce sentiment me possédait fortement cette nuit-là. C'était un autre aspect de mon rêve. Mais mon inquiétude provenait de l'absurdité déconcertante de sécurité et de la mort rapide qui voltigeait là-bas, à peine à 3 kilomètres. Il me vint des bruits de travaux à l'usine à gaz, et les lampes électriques étaient toutes allumées. Je m'arrêtai devant le groupe de gens. « Quelle nouvelle de la lande » demandai-je.
Il y avait contre la barrière 2 hommes et une femme. « Quoi » dit un des hommes en se retournant. « Quelle nouvelle de la lande » répétai-je. « Est-ce que vous n'en revenez pas » demandèrent les hommes. « On dirait que tous ceux qui y vont en reviennent fous, » dit la femme en se penchant par-dessus la barrière. « Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir ?»« Vous ne savez donc rien des hommes de Mars » demandai-je. « Des créatures tombées de la planète Mars ?»« Oh si, bien assez, merci, » dit la femme, et ils éclatèrent de rire tous les trois. J'étais ridicule et vexé. Sans y réussir, j'essayai de leur raconter ce que j'avais vu. Ils rirent de plus belle à mes phrases sans suite. « Vous en saurez bientôt davantage, » leur dis-je en me remettant en route. J'avais l'air si hagard qu'en m'apercevant du seuil, ma femme tressaillit. J'entrai dans la salle à manger, je m'assis, bus un verre de vin, et aussitôt que je pus suffisamment rassembler mes esprits, je lui racontai les événements dont j'avais été témoin. Le dîner, un dîner froid, était déjà servi, et resta sur la table sans que nous y touchions, pendant que je narrais mon histoire. Il y a une chose rassurante, dis-je pour pallier les craintes que j'avais fait naître. Ce sont les créatures les plus maladroites que j'ai jamais vues grouiller. Elles peuvent s'agiter dans le trou et tuer les gens qui s'approcheront, pourtant elles ne pourront jamais sortir de là. Mais quelles horribles choses. Calme-toi, mon ami, dit ma femme en fronçant les sourcils et en posant sa main sur la mienne. Ce pauvre Gilvy, dis-je, pensez qu'il est resté mort, là-bas. Ma femme, du moins, ne trouva pas mon récit incroyable. Quand je vis combien sa figure était mortellement pâle, je me tus brusquement. Ils peuvent venir ici, répétait-elle sans cesse. J'insistai pour qu'elle bût un peu de vin, et j'essayai de la rassurer. Mais ils peuvent à peine me remuer, dis-je. Je lui redonnai, ainsi qu'à moi-même, un peu de courage, en lui répétant tout ce qu'Ogilvy m'avait dit de l'impossibilité pour les Martiens de s'établir sur la Terre. En particulier, j'insistai sur la difficulté gravitationnelle. À la surface de la Terre, la pesanteur est 3 fois ce qu'elle est à la surface de Mars. Donc un Martien, quand même sa force musculaire resterait la même, pèserait ici 3 fois plus que sur Mars, et par conséquent son corps lui serait comme une enveloppe de plomb. Ce fut là réellement l'opinion générale. Le lendemain matin, le Times et le Daily Telegraph, entre autres, attachèrent une grande importance à ce point, sans plus que moi prendre garde à 2 influences modificatrices pourtant évidentes. L'atmosphère de la Terre, nous le savons maintenant, contient beaucoup plus d'oxygène et beaucoup moins d'argon, peu importe la façon dont on l'explique, que celle de Mars. L'influence fortifiante de l'oxygène sur les Martiens fit indiscutablement beaucoup pour contrebalancer l'accroissement du poids de leur corps. En second lieu, nous ignorions tous ce fait que la puissance mécanique que possédaient les Martiens était parfaitement capable, au besoin, de compenser la diminution d'activité musculaire. Mais je ne réfléchis pas à ces choses alors. Aussi mon raisonnement concluait-il entièrement contre les chances des envahisseurs. Le vin et la nourriture, la confiance de l'appétit satisfait et la nécessité de rassurer ma femme me rendirent, par degrés insensibles, mon courage et me firent croire à ma sécurité. Ils ont fait là une chose stupide, assurai-je, le verre à la main. Ils sont dangereux, parce que sans aucun doute la peur les affole. Peut-être ne s'attendaient-ils pas à trouver des êtres vivants, et certainement pas des êtres intelligents. Si les choses en viennent au pire, un obus dans le trou et nous en serons débarrassés. L'intense surexcitation des événements avait sans aucun doute laissé mes facultés perceptives en état d'éréthisme. Maintenant encore, je me rappelle avec une extraordinaire vivacité ce dîner. La figure douce et anxieuse de ma femme tournait vers moi, sous l'abat-jour rose, la nappe blanche avec l'argenterie et la verrerie, car en ces jours-là, même les écrivains philosophiques se permettaient maint petit luxe. Le vin pourpre dans mon verre, tous ces détails sont photographiquement distincts. Au dessert, je m'attardai, combinant le goût des noix à une cigarette, regrettant l'imprudence de Gilvy et déplorant la peu clairvoyante pusillanimité des Martiens. Ainsi, quelque respectable dodo de l'île Maurice aurait pu de son nid envisager de cette façon les circonstances, et commentant l'arrivée d'un navire en quête de nourriture animale, aurait dit « Nous les mettrons à mort à coups de bec demain, ma chère ». Sans le savoir, c'était le dernier dîner civilisé que je devais faire pendant d'étranges et terribles jours. 8. Vendredi soir. De toutes les choses surprenantes et merveilleuses qui arrivèrent ce vendredi-là, la plus étrange à mon esprit fut la combinaison des habitudes ordinaires et banales
de notre ordre social avec les premiers débuts de la série d'événements qui devaient jeter à bas ce même ordre social. Si le vendredi soir, prenant un compas, vous eussiez décrit un cercle d'un rayon de 5 miles autour des carrières de Woking, il est douteux que vous eussiez pu trouver, en dehors de cet espace, un seul être humain, à moins que ce ne fût quelques parents de Stent, ou des 3 ou 4 cyclistes et des gens venus de Londres dont les cadavres étaient demeurés sur la lande, qui eût été en rien affecté dans ses émotions et ses habitudes par les nouveaux venus. Beaucoup de gens, certes, avaient entendu parler du cylindre, en avaient même causé à leur moment de loisir. Mais cela n'avait certainement pas produit la sensation qu'aurait soulevé un ultimatum à l'Allemagne. À Londres, ce soir-là, le télégramme du malheureux Anderson, décrivant le dévissage graduel du projectile, fut reçu comme un canard, et le journal du soir auquel il avait été adressé, ayant sans obtenir de réponse télégraphié pour une confirmation de la nouvelle, décida de ne pas lancer d'édition spéciale. Même dans ce cercle fictif de 5 miles, la majorité des gens restait indifférente. J'ai déjà décrit la conduite de ceux, hommes et femmes, auxquels je m'étais adressé. Dans tout le district, les gens dînaient et soupaient, les ouvriers jardinaient après les travaux du jour, on couchait les enfants, les jeunes gens erraient amoureusement par les chemins, et les savants compulsaient leurs livres. Peut-être y avait-il dans les rues du village un murmure inaccoutumé, un sujet de causerie nouveau et absorbant dans les tavernes, ici et là un messager, ou même un témoin des derniers incidents, occasionnait quelque agitation, des cris et des allées et venues. Mais, presque partout sans exception, la routine quotidienne. Travailler, manger, boire et dormir, continuait ainsi que depuis d'innombrables années, comme si nulle planète Mars n'eût existé dans les cieux. Même à Woking, à Orsel et à Chobham, tel était le cas. À la gare de Woking, jusqu'à une heure tardive, les trains s'arrêtaient et repartaient, d'autres se garaient sur les voies d'évitement, les voyageurs descendaient, tout attendaient, et toute chose suivait leur cours ordinaire. Un gamin de la ville, empiétant sur le monopole des bibliothèques de chemin de fer, vendait sur les quais des journaux renfermant les nouvelles de l'après-midi. Le vacarme des trucks, le sifflet aigu des locomotives, se mêlait à ces cris de l'arrivée des habitants de Mars. Des groupes agités envahirent la station vers 9 heures, racontant d'incroyables nouvelles, et ne causèrent pas plus de troubles que des ivrognes n'auraient pu faire. Les gens en route vers Londres cherchaient, à travers les fenêtres des wagons, à apercevoir quelque chose dans les ténèbres du dehors, et voyaient seulement de rares étincelles scintiller et s'élever en dansant dans la direction de Orsel, puis disparaître, une lueur rougeâtre et une mince traînée de fumée se promener contre l'écran du ciel, et ils en concluaient que rien n'arrivait de plus sérieux que quelque incendie dans des bruyères. Ce n'était que sur les confins de la lande qu'on pouvait voir réellement quelque désordre. Là, sur la lisière du côté de Woking, une douzaine de villas étaient en flammes. Des lumières restèrent allumées dans toutes les maisons des 3 villages proches de la lande, et les gens y veillèrent jusqu'à l'aurore. Une foule curieuse s'attardait, incessamment renouvelée, à la fois sur le pont de Chobham et sur celui de Orsel. Une ou deux âmes aventureuses, ainsi qu'on s'en aperçut après, s'avancèrent à la faveur des ténèbres et se faufilèrent jusqu'auprès des Martiens. Mais elles ne revinrent pas, car de temps en temps un rayon de lumière semblable aux feux électriques d'un vaisseau de guerre balayait la lande, et le rayon brûlant le suivait immédiatement. À part cela, l'immense étendue demeura silencieuse et désolée, et les corps carbonisés y restèrent épars toute la nuit, sous les étoiles, et tout le jour suivant. Un bruit de métal qu'on martèle venait du cylindre, et fut entendu par beaucoup de gens. Tel était l'état des choses ce vendredi soir. Au centre, enfoncé dans la peau de notre vieille planète comme une écharde empoisonnée, était ce cylindre. Mais le poison avait à peine commencé son œuvre. Autour de lui s'étendait la lande silencieuse, mal éteinte par places, avec quelques objets sombres à peine visibles, gisant en attitudes contorsionnées ici et là. De distance en distance, un arbre ou un buisson brûlait encore. Plus loin, c'était comme une frontière d'activité au-delà de laquelle les flammes n'étaient pas encore parvenues. Dans le reste du monde, le cours de la vie allait son train, comme depuis d'immémoriales années. La fièvre de la lutte qui allait bientôt venir obstruer les veines et les artères, user les nerfs et détruire le cerveau, était latente encore. Tout au long de la nuit, les Martiens s'agitèrent et martelèrent, infatigables et sans sommeil, à l'œuvre sur les machines qu'ils apprêtaient, et de temps en temps, une bouffée de fumée grisâtre tourbillonnait vers le ciel étoilé. Vers 11 heures, une compagnie d'infanterie traversa Orsel et se déploya en cordon à la lisière de la lande.
Plus tard, une seconde compagnie vint par Shobham, occuper le côté nord. Plusieurs officiers des baraquements voisins étaient venus dans la journée examiner les lieux, et l'un d'entre eux, disait-on, le major Eden, manquait. Le colonel du régiment s'avança jusqu'au pont de Shobham vers minuit et questionna minutieusement la foule. Les autorités militaires se rendaient certainement compte du sérieux de l'affaire. À la même heure, ainsi que l'indiquèrent les journaux du lendemain, un escadron de hussards, 2 Maxims et environ 400 hommes du régiment de Cardigan quittait le camp d'Aldershot. Quelques secondes après minuit, la foule qui encombrait la route de Chertsey à Woking vit une étoile tomber du ciel dans un bois de sapin vers le nord-ouest. Une lumière verdâtre et des lueurs soudaines, comme les éclairs des nuits d'été, accompagnaient le météore. C'était un second cylindre. Et je vais m'arrêter là. J'étais en train de voir si le chapitre qui suivait était long ou non. Et en effet, il est un peu plus long. Donc je vais m'arrêter là. Avec la chute de ce deuxième cylindre. C'est la fin du chapitre 8. C'est la fin de la lecture de ce soir. Nous passons à l'outro de ce live, chers amis. Et du coup, pour répondre à Sinbad66, bienvenue sur le live. La boisson que je bois quasiment à tous mes lives de lecture depuis des années, parce que j'ai fait plusieurs combinaisons, j'ai tenté plusieurs choses, et je me suis rendu compte que c'est ce qui permettait le mieux d'huiler mes cordes vocales, on va dire, en tout cas l'appareil phonatoire, tout ce qui me permet de faire la lecture à voix haute de manière convenable. C'était donc de la grenadine avec du panaché. Voilà, voilà. Ah, bah j'ai trouvé ça vraiment super. Je suis vraiment trop content de la lecture de ce soir, perso. Je suis aux anges. Euh, En fait, ça fait du bien de tomber sur une lecture qui me plaît vraiment beaucoup. Parce que c'est vrai que bah, je vous avais exprimé le fait que ces derniers temps, j'avais ressenti une certaine lassitude sur les lives de lecture. Ça s'explique par plein de choses. euh, et en partie par le fait que la saison dernière, j'ai lu pas mal d'œuvres très très longues. Donc c'était assez éreintant et au bout d'un moment, ça venait à m'ennuyer parfois parce que bah, j'aime bien varier les plaisirs, donc j'aime bien changer régulièrement, on va dire. Donc me taper 3 ou 4 œuvres de 600 à 800 pages, ça avait été un peu dur. Et donc là, on change complètement d'atmosphère, donc déjà c'est super cool par rapport à la lecture précédente qui était les contes. On est vraiment, vraiment très loin, vraiment ailleurs. Et je trouve que ça se lit super bien. Euh, on a lu, on a lu quasiment 50 pages ce soir. Donc en définitive, j'aurais peut-être pas besoin de tant de semaines que ça. Ça peut peut-être se faire en 6 ou 7 épisodes, quelque chose comme ça, je pense. Donc c'est vraiment pas mal. Je pense qu'on va être sur du 6 ou 7 épisodes, donc a priori 3 semaines. 3 4 semaines. Mais ouais, vraiment, pour le moment, il s'est pas passé énormément de choses, mais moi je suis complètement conquis, j'avoue. J'aime beaucoup ce format d'espèce de journal de bord, d'espèce de témoignage comme ça, a posteriori, d'une invasion extraterrestre. Je trouve ça super cool. Le fait aussi que la vie privée du narrateur, et même tout ce qui touche peut-être davantage à l'intime, ne soit montré que par bribes de ci, de là, et s'efface complètement sous le phénomène alien. C'est ça qui est marrant, je trouve. Je sais pas comment il a fait son compte, notre cher H.G. Wells, mais je trouve que c'est hyper bien vu, hyper bien écrit, parce que euh, j'ai pas l'impression qu'on parle tant que ça des aliens, des extraterrestres, et pourtant j'ai l'impression qu'on parle que de ça. C'est vraiment bien fait. Parce que c'est vrai que tout ce qui est côté intime, vie quotidienne, est très très peu évoqué, je trouve, malgré tout. Notamment intimité et vie quotidienne du narrateur. Et tout ce qui nous rattache à ça euh, a du sens, je trouve. Voir les réactions des différents personnages, voir la réaction de sa femme, par exemple. En fait, ça nous installe vraiment dans
relation banale, dans la vie d'une personne banale, entre guillemets. Et du coup, voilà, c'est vraiment l'événement extraordinaire qui vient tout chambouler et dont on sait pas trop quoi penser. C'est-à-dire que tantôt, il va nous dire que. Il va nous présenter la chose comme quelque chose de gravissime, j'ai l'impression. Quelque chose qui l'effraie, qui soulève l'effroi en lui. Et tantôt, presque, voilà, il se rassure et il dit à sa femme, ouais, j'ai jamais vu des trucs aussi maladroits et tout. Enfin, c'est vachement intéressant, alors que pourtant il y a des scènes hardcore quand même qui nous sont décrites. Et justement, je me demande si le fait qu'il y ait quelques scènes de panique, et on va dire d'hystérie collective entre guillemets, même si c'est encore assez peu pour le moment, je me demande si ça n'a pas participé à alimenter la légende ouais, selon laquelle l'adaptation radiophonique d'Orson Welles aurait, aurait, propagé une vague de panique, puisque voilà, il y a la description de ça à l'intérieur. Et ouais, ce travail d'imaginer qu'est-ce que ça ferait une invasion extraterrestre, etc. Mais d'une manière vraiment avec du recul et tout, je trouve ça hyper intéressant. Je sais pas pourquoi, je suis assez fasciné par ce texte pour le moment. Pareil, le petit détail de savoir que le narrateur est a priori un auteur, je trouve que c'est hyper intéressant aussi. Euh, et ça justifie ou ça vient confirmer ou affirmer plutôt euh, bah, le petit style, la petite plume avec des phrases plutôt neutres, scientifiques, etc. Et des phrases beaucoup plus incisives, beaucoup plus courtes et plus teintées de poésie, je trouve. Ouais, je suis vraiment en train de kiffer de ouf là. C'est assez dingue. Je m'y attendais pas. Quand il décrit qu'on est parfois déboussolé quand on vient de vivre quelque chose de difficile, mais qu'on voit les autres qui continuent leur vie comme d'habitude, j'ai bien aimé. Ouais, mais c'est ça aussi que je kiffe, c'est que voilà, il y a des petites embardées comme ça sur presque la psychologie qui sont hyper intéressantes. Sur étudier les mouvements de foule, la manière qu'ont les gens de réagir dans leur psychologie à ce genre d'événement. Je trouve ça hyper intéressant. L'insouciance, par exemple, des trois personnes à qui il demande s'ils ont des nouvelles des Martiens et qui se foutent de lui. Enfin ouais, il y a vraiment des tas de choses qui sont hyper intéressantes. Pour le moment, je kiffe. Et je kiffe vraiment beaucoup, je me répète, mais je kiffe vraiment beaucoup le fait que ça soit un rythme plutôt lent, un rythme plutôt calme, plutôt très descriptif. Et ouais, qu'on soit pas dans la précipitation et la panique, justement. On est dans la description de la panique, mais on n'est pas, nous, dans la panique. La panique, elle est passée, entre guillemets. Donc voilà, on en a un récit, mais j'aime beaucoup le fait que le discours soit très posé quelque part. D'autant que ça nous laisse des petits indices pour la suite des événements à venir. Et ouais, moi personnellement, ça me hype bien. Ça me tease, ça me tease. Et du coup, là, j'imagine que le deuxième cylindre va peut-être par rapport au premier, être moins maladroit, justement. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Bref, bah franchement, très bonne découverte pour moi, je suis trop content. J'espère que ça vous aura plu. Sur YouTube, comme d'habitude, n'hésitez pas à me communiquer votre avis par rapport à ce live, par rapport à cette lecture, par un like ou un dislike, par un commentaire, par le fait de vous abonner à la chaîne, le fait de partager les vidéos, ou même des messages privés si vous le désirez, peu importe. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux, je vous tiens au courant des prochains lives. A priori, le prochain live qui devrait avoir lieu, ça sera vendredi soir à 21h pour la suite de la guerre des mondes d'H.G. Wells. Et puis, on est bon. On est bon, on est bon. Merci à tous ceux qui sont passés ce soir. Merci Zikael, Les Couteaux Portes, Sinbad, Industrias. Merci aux autres qui sont passés dans l'ombre. Encore merci également à ceux qui me regardent sur YouTube.
Je n'oublie personne, j'essaie d'oublier personne. Et merci pour le 10e mois de sub avec ton Prime Industrias, ça fait plaisir. Ça soutient vraiment la chaîne énormément. Voilà, voilou. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Et, tiens, c'est marrant, la pub elle est déjà en cours alors que j'ai pas appuyé dessus. Bref, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte ou une prochaine partie de gaming. Ou que sais-je encore. Et bye bye!